Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce premier débat sur l'Allemagne. L'Allemagne, après en effet Angela Merkel, puisque ça fait 16 ans qu'elle est à la chancellerie et qu'elle a décidé de ne pas reconcourir pour ces élections qui se tiendront le 26 septembre prochain. C'est la seule certitude que nous ayons à ce stade sur les changements à l'œuvre en Allemagne, mais nous avons la chance d'avoir 3 experts qui nous permettront de mieux comprendre où en est la société allemande en général, où en est la société politique également, et de voir donc en effet en fonction de cet état de la société, qu'est-ce qu'il peut advenir lors de ce scrutin du 26 septembre. Il ne faut pas oublier qu'également l'Allemagne est un État fédéral, donc il y a des élections dans les Länder, il y en a déjà eu 2 au mois de mars, dans le Baden-Württemberg et en Rhénanie-Palatinat. Il y en a d'autres prévues dans les landes de Saxe-Anhalt et puis de Thuringe. Donc tout ça, bien entendu, est important puisque il y a aussi des coalitions qui existent dans ces Länder. Et puis, il ne faut pas oublier qu'après cette élection, ces élections fédérales du 26 septembre, il y aura une autre élection, alors d'un type particulier, mais qui concerne le président fédéral allemand, dont le mandat arrive à échéance en janvier 2022. Et bien évidemment, en fonction de la configuration politique qui sortira dans les régions et au Bundestag, il y aura en effet la possibilité de mettre en une nouvelle coalition, et donc en effet peut-être qui influera sur le résultat de ce scrutin fédéral allemand pour la présidence. Donc, j'ai 3 intervenants. Alors, Frank Bassner, qui est le directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, donc qui est dans le sud de l'Allemagne, pour ceux qui ne connaisseraient pas Ludwigsburg. Pourtant, c'est une ville emblématique, hein, puisque il y a eu des rencontres au plus haut niveau entre la France et l'Allemagne à Ludwigsburg. Et Franck, avec le directeur adjoint Stéphane Seidendorf, a rédigé pour la Fondation il y a 15 jours une tribune sur justement l'Allemagne au tournant d'Angela Merkel. Donc, il nous expliquera un petit peu plus en détail et il nous décryptera un petit peu tout ce qu'il a mis dans cette étude si vous ne l'avez pas lu. Ensuite, nous avons Hélène Kohl. Alors, Hélène Kohl est journaliste, elle est à Berlin. Elle travaille pour de nombreux médias, dont Europe 1. Et donc, c'est une observatrice, elle est là depuis nombreuses années en Allemagne. Et donc, elle nous donnera aussi un petit peu son sentiment de comment elle voit les choses, non seulement à Berlin, qui est la capitale de l'Allemagne, mais qui est aussi un land à part. Et puis, comment elle voit en effet cette société allemande, elle qui connaît bien les 2 pays. Et enfin, je donnerai la parole à Joachim Bitterlich, alors qui est français et allemand, alors né en Allemagne et devenu français, et donc qui est un observateur, j'allais dire, encore sur un pont encore plus loin, parce que sarrois d'origine, il vit aussi beaucoup en France, et donc il nous donnera un peu un point de vue d'observateur un peu au-dessus de la façon de voir les choses à Stuttgart ou à Berlin, pour en effet montrer un petit peu tout ce qu'on peut raisonnablement dire sur ces scrutins à venir, et donc en effet sur ce partenaire allemand dont on devra composer avec la fin du président français jusqu'aux élections présidentielles de 2022, et avec ce nouveau tandem franco-allemand qui sera à l'œuvre, puisque Angela Merkel a connu Jacques Chirac, a connu Nicolas Sarkozy, a connu François Hollande et a connu Emmanuel Macron, et donc 4 présidents. Hein. Donc, en effet, il y aura un nouveau chancelier, et le président français actuel découvrira qui est ce chancelier au début. Nous avons des élections, donc nous verrons en effet comment ça se passera chez nous. Mais voilà, donc nous avons la chance d'avoir ces 3 personnes. Je vous remercie. Et donc, je donne la parole tout de suite à Frank Bassner pour 7 à 10 minutes pour nous expliquer un petit peu son étude et puis, en effet, les principaux enseignements qu'il voit sur, en effet, l'évolution de la société allemande vis-à-vis de ce scrutin. Merci, Frank. Vous avez la parole. Merci, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous voir et de ne pas vous voir, mais faisant semblant d'être dans une belle salle où on peut se regarder dans les yeux, et j'espère que ce sera bientôt le cas et bientôt possible. Alors, l'Allemagne va voter, en effet. Au fond, on pourrait se dire rien de plus normal. Il y a les élections à l'automne, il y aura des partis qui vont former un gouvernement avec une majorité au Bundestag, parce que des coalitions, il y en a toujours eu dans le système fédéral
allemand depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors on peut se dire pourquoi en parler autant? Et c'est vrai que l'intérêt des Européens, des partenaires, la France en particulier, par rapport à ces élections est très grand. On l'observe, il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a beaucoup d'interviews que nous donnons sur les pronostics, les résultats éventuels. Donc peut-être on se penche aujourd'hui sur les possibilités qui s'annoncent, parce que rien n'est certain, les élections ont lieu, oui, c'est très rapide, dans 5 mois, mais l'électeur est toujours libre de changer d'avis au dernier moment. Donc, nous ne pouvons rien savoir de ce qui va se passer, mais on peut effectivement avancer quelques hypothèses et placer la situation dans un contexte un peu plus long terme, parce que les changements qui peut-être vont amener à des situations nouvelles ont commencé déjà il y a un certain temps. Si tout le monde regarde l'Allemagne, c'est aussi dû au fait que l'Europe était et est toujours, dû à la pandémie, sous pression. Nos activités communes ont été en partie un succès, en partie ont été difficiles. Donc c'est normal qu'on regarde, que les Européens, tout le monde en Europe regarde cette Allemagne qui est en train de voter dans un sens qui peut-être va nous mener à des situations nouvelles. Regardons d'abord les partis politiques en place. Nous avons ce qu'on appelle toujours traditionnellement les deux grands partis. Pour les Allemands qui observent ça depuis longtemps, qui ont un certain âge, c'est évident de quoi on parle, les chrétiens démocrates et les sociodémocrates, mais ce n'est plus tellement vrai parce que quand on voit les sondages, il y a deux partis qui sont relativement grands, c'est vrai, c'est les chrétiens démocrates, mais ce sont les Verts aujourd'hui qui occupent la deuxième place dans tous les sondages, et ça depuis un certain temps. Donc les sociodémocrates ont perdu en importance depuis un grand moment, donc c'est une pente qui existe pas seulement depuis 5 ans, qui dure. On le voit aussi dans le nombre des inscrits dans ce parti, qui était un parti important, très fier, avec tout le mouvement syndical derrière. Tout ça, ça n'existe plus. Donc les sociodémocrates ne sont plus ce grand parti qu'ils ont été une fois. Les chrétiens démocrates avaient, sous Angela Merkel, le privilège d'être automatiquement, presque automatiquement, le plus grand parti. Mais là aussi, on a observé que depuis 1990, les chrétiens démocrates ont perdu quand même 40% de leurs inscrits. Donc c'est énorme. Là aussi, c'est une tendance lourde qui a commencé après la réunification avec une reconfiguration des partis politiques sur l'échiquier justement du système allemand. Donc deux partis traditionnellement très importants qui ont fourni les chanceliers et les chancelières depuis la création de la République fédérale. Eh bien, ces deux partis sont en crise, l'un plus que l'autre, mais tous ceux qui observent la situation en Allemagne savent que les chrétiens démocrates ont du mal à se relancer dans un renouveau par le personnel, par les idées, par le programme. Donc, ce sera un point intéressant de voir les prochains mois comment se comportera, quelle sera la stratégie électorale des chrétiens démocrates. Alors, si ces deux partis perdent en importance, qui sont les gagnants? Là aussi, il faut voir plusieurs éléments. Il y a eu la création d'un parti d'extrême droite, qu'on peut appeler aujourd'hui d'extrême droite, parce que l'aile radicale de ce qui s'appelle Alternative für Deutschland a pris le dessus. Donc ce parti, si vous voulez, a été rendu possible par une politique du centre. Donc l'aile droite des chrétiens démocrates s'est associée au début au moins à des électeurs qui venaient d'une extrême droite, qui n'avaient pas d'existence politique en Allemagne avant. Mais actuellement, et c'est une bonne nouvelle, on voit que le potentiel électoral de ce parti d'extrême droite semble stagner. Donc il n'y a plus eu, lors des dernières élections régionales, dans les Länder, il n'y a plus eu de pic de l'AfD. Et la gauche, die Linke, qui est issue donc de l'aile gauche des sociodémocrates et de l'ancien parti communiste de la RDA, qui ont fusionné dans ce nouveau parti qui, depuis un certain temps, a un poids relatif autour de 7, 8, 9%, ça varie un peu, et qui gouverne quand même dans plusieurs gouvernements régionaux. Et les libéraux, peut-être c'est le dernier point, les libéraux
ont repris un peu de pourcentage, peut-être parce que justement les chrétiens démocrates ont du mal à incarner ce côté libéral de marché, l'économie, l'indépendance du marché par rapport à l'État. Peut-être c'est un point en faveur des libéraux. Alors qu'est-ce que tout cela veut dire? Ça veut dire qu'il ne sera probablement plus possible au niveau fédéral d'avoir une majorité de ce qu'on appelait la grande coalition chrétien-démocrate, sociodémocrate. Ça ne semble plus suffire pour avoir une majorité au Bundestag. Et maintenant, et ça c'est vraiment la question passionnante, quelle configuration est imaginable? Regardons les gouvernements des Länder. Et il faut bien savoir que, mais vous le savez sans doute, que les Länder ont un poids institutionnel très fort, et c'est pour ça qu'on regarde volontiers les gouvernements des régions pour comprendre quelles sont les coalitions possibles. Et là, on voit que tout est possible. Nous avons des gouvernements avec la gauche, nous avons des gouvernements avec les Verts, avec les libéraux. Tout le monde peut en effet former un gouvernement avec presque tout le monde, sauf justement l'extrême droite. Ça, c'est assez particulier et ça montre bien que, aussi au niveau fédéral, a priori, tout est possible. Il faudra chercher une majorité et il faudra trouver les grands compromis sur la politique extérieure, surtout, qui est le privilège de l'État fédéré, parce qu'il n'y a pas de ministère des Affaires étrangères, ni à Stuttgart, ni à Hambourg, ni à Wiesbaden, pour donner quelques exemples. Donc c'est pour ça que je pense que nous voyons aujourd'hui n'est pas une révolution dans le système politique allemand, pas du tout. C'est plutôt un renforcement de quelques tendances qui ont existé avant et qui nous mènent à une situation complexe, parce que peut-être il faudra même faire une coalition à 3 partis, comme c'est le cas dans quelques Länder, Palatina par exemple, là il y a la social-démocrate avec les libéraux et les verts. Peut-être on verra une coalition des, aujourd'hui, 2 grands partis, à savoir chrétiens-démocrates et les Verts, comme c'est le cas au Baden-Württemberg, à Stuttgart. Donc tout est possible et ça rend la chose intéressante, mais en même temps très complexe, parce qu'un électeur, s'il choisit son parti, ne sait pas d'avance avec quel autre parti son parti préféré va pouvoir former un gouvernement. Voilà un peu pour la situation. Donc, ce n'est pas une instabilité. Je pense que le système est stable. Il n'y a aucun souci pour avoir une crise des institutions, pas du tout. Mais il y a un certain désir, je pense, et ça se voit dans les sondages, au moins aujourd'hui, un certain désir de faire différemment, de changer, de tourner la page de ce long gouvernement Angela Merkel, qui elle-même, et ça c'est une nouveauté, a renoncé à se représenter. Théoriquement, elle aurait pu se représenter, comme Helmut Kohl l'a fait il y a assez longtemps. Elle a renoncé elle-même, ce qui l'a affaiblie d'une certaine façon, parce qu'évidemment, elle n'a plus le même poids si elle ne peut pas peser sur les élections, et en même temps, ça l'a rendue sans doute aussi plus libre dans certaines actions, parce qu'elle ne court plus le risque d'avoir des réponses électorales, au moins en ce qui concerne elle-même. Voilà, pour son parti, c'est sans doute différent. Donc c'est passionnant, rien n'est sûr, rien n'est acquis. Il faudra suivre l'élection pendant la campagne et les élections régionales qui auront lieu déjà en juin les prochaines. Donc tout ça, ça nous aidera sans doute à voir un peu les tendances dans la société allemande qui, je le répète, a, je pense, quand même une certaine envie de voir des changements. Voilà un peu pour mon introduction. On pourra revenir sur les points qui nous intéressent et je repasse la parole à Pascal. Merci Franck, c'était très intéressant. On sent bien en effet que nous on arrive à la fin d'une ère. 16 ans, il n'y a jamais aucun président français qui n'a fait 16 ans. François Mitterrand a fait 14 ans et encore il y avait 4 ans de cohabitation, donc il y a 10 ans vraiment de pouvoir socialiste. Mais on a connu en effet cette alternance, la première fois 23 ans après la Constitution de 58 en 81, et puis après au bout de 17 années de mandat Chirac-Sarkozy, en effet, on a eu le président Hollande. Donc, en effet,
on voit à peu près que c'est l'usure du pouvoir. Ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est qu'en effet, ces deux grands partis qui sont nés de la République fédérale, la CDU et le SPD, sont en perte de vitesse et on voit dans les sondages actuels en effet qu'ils feront probablement leur plus mauvais score en 2021 par rapport en effet au scrutin de 2017 et celui de 2013, etc. Donc on voit en effet qu'il y a une usure de ces partis politiques. Alors, j'allais dire, on a en France beaucoup d'intérêt sur ce parti Die Grünen, hein, Bündnis Die Grünen, parce qu'en effet, ils sont un peu le vent en poupe. On voit bien que, comme vous l'avez dit, Franck, ils sont dans des coalitions avec la CDU. On n'imagine pas aujourd'hui les Verts français faire des coalitions avec LR, hein, qui est le parti qui correspond à la CDU au niveau politique. Donc on voit bien que c'est un peu iconoclaste. Mais qui sont ces Verts? Alors ils se sont dotés d'une candidate à la chancellerie qui est une femme, euh, Annelina Baerbock, qui a 40 ans. Et donc, comment vous voyez ces Verts, Hélène Cole? Qu'est-ce qu'ils représentent? Qu'est-ce qu'ils portent? On se souvient que la dernière fois qu'ils ont été au gouvernement, c'était avec Joschka Fischer et Gerhard Schröder, donc c'était il y a plus de 16 ans, hein, puisque la fin était en 2005. Donc, expliquez-nous un petit peu ce que vous voyez comme en effet sur ces Verts. Est-ce qu'ils sont ce qu'on appelle en allemand devenus un Volkspartei? Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est vrai que Frank Wassner a dit ce n'est pas une révolution ce qui va se passer cette année en Allemagne, mais il y a quand même clairement une sensation prédominante. Ici, en Allemagne, on sent vraiment qu'on arrive à la fin d'un cycle. C'est la fin d'une ère, il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir. Il y a une forme d'ambivalence et les Verts y répondent assez bien. Et c'est peut-être pour ça que actuellement, ils ont ce succès dans les sondages, même si la campagne électorale est loin d'être terminée. L'ambivalence que je ressens ici en parlant avec les Allemands, alors Berlin n'est pas l'Allemagne, mais bon, par mon métier, je suis amenée à me déplacer, c'est qu'il y a à la fois une grande reconnaissance des Allemands par rapport au travail effectué par Angela Merkel au cours de ces 16 années. Elle a dit une fois dans une interview qu'elle aimerait bien qu'on se souvienne d'elle en étant celle qui n'a pas ménagé sa peine, sie hat sich bemüht. Et je crois qu'il y a vraiment, les Allemands sont conscients qu'elle a incarné une forme de stabilité pendant 16 ans. Ils sont conscients aussi que beaucoup de pays européens auraient peut-être aimé avoir une Angela Merkel à leur tête pendant toutes ces années, alors que le monde vivait des bouleversements. Et en même temps, deuxième face de la médaille pour l'ambivalence, il y a vraiment la volonté de passer à autre chose, de tourner la page, de prendre un nouveau souffle. Alors, la crise du corona a particulièrement bien montré qu'on était peut-être arrivé en bout d'un cycle et que la méthode Merkel touchait peut-être à sa fin. On est peut-être au bout du modèle Merkel. Et c'est vrai que le prochain gouvernement, quel que soit l'attelage politique qui arrivera aux manettes à Berlin, le prochain gouvernement sera évidemment dans une forme de continuité. Il ne va pas y avoir une rupture, mais il faudra incarner quand même quelque chose de nouveau, un nouveau souffle. Et là, je réponds à votre question. C'est vrai que les Verts allemands se sont positionnés au cours des dernières années, à la fois en tant que parti fédéral dans le discours qu'ils ont porté, mais aussi du fait de leur action quand ils sont aux manettes dans certains Länder, ils se sont positionnés comme étant peut-être un nouveau Volkspartei. Alors le Volkspartei, historiquement, ce sont ces deux grands partis de l'après-guerre, le SPD et la CDU, CSU. Le Volkspartei, c'est un peu difficile à traduire en français, mais c'est l'idée qu'il peut y avoir vraiment des gens totalement différents qui se retrouvent derrière l'idée de ce parti. C'est-à-dire qu'on peut être retraité, étudiant, d'origine turque, et finalement se retrouver derrière la CDU, par exemple, qui a été pendant très longtemps la CDU d'ailleurs revendique être le dernier grand Volkspartei d'Allemagne. Et les Verts se positionnent là actuellement en disant on peut être urbain, on peut être rural, on peut être un agriculteur, on peut être un jeune, on peut être un retraité et être concerné par la cause climatique. Et donc, ils se proposent de regrouper tout ça. On peut être des chefs d'entreprise, on peut être des investisseurs. Les Verts ont eu récemment un don à hauteur de plus d'1 million d'euros de la part d'un investisseur qui avait gagné de l'argent dans les bitcoins et qui a envie qu'on investisse cet argent pour lutter contre le réchauffement climatique. Et en même temps, il y a le cœur du parti traditionnel, les militants de la première heure, très idéalistes, anti-nucléaires, etc. Et donc, les Verts arrivent à faire la synthèse de tout ça
Et je trouve que le choix de Annalena Baerbock comme candidate incarne bien cette volonté des Verts d'être dans la synthèse de cette population allemande. Je reprends sur cette ambivalence, il y a la reconnaissance face à Merkel et puis la volonté de tourner la page. Et Annalena Baerbock incarne un petit peu ça, c'est-à-dire c'est une femme, il y a le côté maternel, elle-même est mère de famille, ça serait une grande nouveauté. Arriverait aux manettes en Allemagne quelqu'un qui a des enfants assez jeunes. Et donc, elle pourrait incarner cette continuité d'une politique de l'écoute, politique peut-être certains pourraient dire féminine, et en même temps, de par son âge, de par son parti politique, de par son parcours, elle porte une nouvelle histoire. Elle arrive avec un nouveau narratif politique et qui colle peut-être à cette volonté des Allemands d'ouvrir un autre chapitre. Comme cette crise du coronavirus dont vous avez mentionné, Hélène, est-ce qu'elle aura un impact sur le scrutin? Parce que bon, on voit toujours le confinement à la française, mais l'Allemagne a eu également des débats assez virulents entre le Bund, et donc l'État fédéral et les Länder. Est-ce que cette crise aura des conséquences sur le scrutin et de quelle manière? Vous avez coupé votre micro sur la fin de la question. De quelle manière cette crise du coronavirus pourra-t-elle affecter le scrutin? Alors ça, c'est effectivement l'une des grandes inconnues de ce scrutin politique. Comment va se passer l'été? À quel niveau sera-t-on dans l'épidémie au mois de septembre? Quelle sera, où est-ce qu'on en est? Il y a une grande question, c'est effectivement la vaccination des plus jeunes. L'Allemagne s'est donné comme ambition de vacciner donc les 12-16 ans avant leur rentrée des classes. Alors certains Länder partent très tôt en vacances dès la mi-juin, ce qui veut dire qu'il faudrait déjà vacciner beaucoup d'enfants au mois de juin. Ça, c'est encore un gros défi. La crise du coronavirus, je crois, a montré que, c'est sans doute un petit peu cruel, mais je vais peut-être y aller un petit peu brusquement, mais derrière l'arbre Merkel, qui était là, qui était cette stabilité, on a peut-être découvert que derrière, il y avait pas de forêt. Et que les Allemands étaient très critiques à l'égard des ministres CDU-CSU aux manettes lors de cette crise. Les ministres SPD s'en sont un petit peu mieux sortis. Alors évidemment, c'est très dur, c'est une crise sans précédent. Je pense qu'aucun gouvernement du monde peut dire qu'il a fait les choses parfaitement. Mais c'est vrai que c'est ce système, ce modèle de réunion interminable, de recherche du compromis, alors qu'il fallait peut-être agir plus vite, être plus dans le proactif, être plus rapide de toute façon dans la prise de décision, fait qu'il y a eu beaucoup de critiques sur ce mode de fonctionnement de la grande coalition pendant cette crise du coronavirus. Le candidat de la CDU, Armin Laschet, a perdu beaucoup de plumes également dans cette crise du coronavirus. Il s'est positionné, il est donc président du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, et il s'est positionné dès le printemps l'année dernière comme étant l'apôtre du déconfinement. Il a été pendant très longtemps sur une ligne d'ouverture et de repousser au maximum les mesures. Ça lui a été extrêmement reproché à l'automne, alors que l'Allemagne était rattrapée par la deuxième vague. Face à lui, il y avait la figure de Markus Söder, lui qui dirige la Bavière et qui se positionnait comme étant un marreur, un homme qui est dans l'action, qui agit tout de suite. Et donc, forcément, le candidat de la CDU, son étoile a pâli à cause de cette crise. Je pense qu'il espère que la crise du coronavirus va vite être oubliée, pas oubliée, mais en tout cas va moins compter dans la campagne électorale et qu'il pourra se repositionner avec ce qui sont ses points forts, à savoir la capacité de gouverner avec beaucoup de monde, de s'entendre avec beaucoup de monde, son positionnement d'Européen dans la tradition des Allemands du Rhin, Adenauer, Kohl, etc. Il incarne vraiment ça au sein du parti, c'est l'aile modérée, et sans doute que si les chiffres continuent de baisser comme c'est actuellement le cas, il pourra peut-être récupérer sans doute quelques électeurs sur ce terrain-là. Merci beaucoup, Hélène. Alors, ça me fait faire une transition toute trouvée pour interroger Joachim Bitterlich, qui
a une longue expérience de la politique allemande. Il vient d'ailleurs de sortir ses mémoires en allemand que je vous invite à lire. Mais justement, sur ces principaux candidats là, qui sont candidats à la chancellerie, j'allais dire, ils sont tous pro-européens à diverses manières et peut-être pour la France, en tout cas, et pour leurs partenaires européens, quelle que soit la configuration de la coalition, le ou la chancelière sera de toutes les façons un Européen convaincu, ou tout du moins un Européen. Donc, comment voyez-vous un petit peu ces choses et ces relations avec les partenaires européens dans cette Allemagne donc nouvelle qui sortira des urnes le 26 septembre? Cher Pascal, je pense que je dois introduire quelques nuances. L'Allemagne, c'est son voisin inconnu. Et je me garde toujours à introduire toute comparaison avec la France, avec son système politique. Et on n'est surtout pas dans une campagne électorale pour la présidence française. Nous devons regarder l'Allemagne. Et évidemment, la situation de la France aura, du moins dans les régions frontalières, une certaine influence aussi sur ce qui passe en Allemagne. Il y a en réalité une crise de confiance dans le système politique allemand. Dernier sondage fin mars de l'Institut Allensbach, 62% des Allemands regardent la politique et le management de la crise Corona de manière critique. 30% voient ça uniquement de manière positive. En avril 2020, c'était le contraire. C'est-à-dire, il y a une certaine crise et à cette crise ont contribué, je dirais, de part presque égale, les grands partis, les Volksparteien, SPD et CDU. Moi, je suis beaucoup plus préoccupé par l'état réel des sociodémocrates. Et les sondeurs me disent ils sont actuellement sur les chiffres de base pratiquement à égalité avec les libéraux, du jamais vu. C'est-à-dire autour de 10, ensuite on dit 10 plus, 10 moins, etc., autour de 10%. Pour moi, un choc avec un candidat qui est totalement opposé à la direction du parti, ou bien même au groupe parlementaire, où il y a, je dirais, à 40%, vraiment une gauche qui est incompatible avec le gouvernement actuel et qui aurait même des difficultés avec les Verts. De l'autre côté, la CDU a je dirais, une période folle derrière elle, je dis folle, j'ai intitulé ça comme ça, où certains n'ont pas compris qu'il joue le futur du parti. Or, ce parti se trouve dans une situation difficile parce que la chancelière, en réalité, ce n'est jamais vraiment occupé du parti. C'est-à-dire la grande crise de la CDU est que nous avions vu ces dernières années 16 princes régionaux, plus celui de Munich, 15 plus celui de Munich, qui ont joué chacun sur leur piano sans penser à l'unité du parti. Et Mme Merkel n'est jamais ingérée dans ces luttes. Par exemple, le cas flagrant a été le cas en Thüringen, lorsque AKK, la présidente intérimaire du parti, est arrivée où, dans une crise intérieure, CDU versus AfD, où, je dirais, jamais un directeur du parti, un chef du parti n'avait jamais les pieds à Erfurt pendant des années et des années. Et elle n'a jamais réussi à sortir de là. Bien, regardons ce que ça donne les prochains mois. Il faut, pour moi, d'un côté, ne sous-estimons pas Armin Laschet. Je le connais depuis 40 ans maintenant. C'est un homme, à l'époque jeune député, fiable, qui est capable en même temps de faire un grand discours pour le carnaval, mais de mener une discussion aussi sérieuse. De l'autre côté, je dis les Verts, qui sont pas du tout comparables avec les Verts français, ont mené jusqu'à présent une campagne extrêmement habile, se démontrant comme le parti du futur, comme le parti, je dirais, futur de d'une certaine bourgeoisie aussi. Regardez Munich,
Je dis toujours, le mari vote CSU, vote la droite, et l'épouse vote écolo aujourd'hui, dans les quartiers chics de Munich. À Berlin, pareil. Dans les grandes, autour de Francfort également. Et attention, les Verts, il y a un certain engouement, la hype, comme les Américains disent, en faveur de cette candidature. D'ailleurs, les sondages se sont calmés de nouveau entre-temps. On n'en parle pas. Et nous verrons les écolos, attention, qui cachent soigneusement, je dirais, certaines faiblesses. Et j'ai déjà vu quelques questions à cet égard. Pour moi, une certaine probabilité parle en faveur d'une coalition, les Allemands adorent les couleurs, entre les Noirs et les Verts, peut-être même avec les jaunes, c'est-à-dire les libéraux, même si les deux premiers n'ont pas envie de les voir au sein du gouvernement, mais on verra. Frank Bass a probablement raison, on ne peut pas exclure un gouvernement à trois. Il y aura des négociations extrêmement difficiles qui prendront, comme jusqu'à présent, 2-3 mois pour arriver à former un gouvernement. Ce sera extrêmement difficile. Il y a deux sujets qui vont toucher la France, la politique européenne, toute la politique, je dirais, climatique, si vous voulez, protection de l'environnement et climatique, la question du nucléaire, des politiques, des approches totalement incompatibles. Et vous aurez de l'autre côté, aussi difficile que ça, ce sera la politique militaire nucléaire et tout le positionnement allemand, soit au sein de l'OTAN, soit au sein d'une politique européenne de sécurité et de défense. Là, les Verts cachent actuellement leur divergence et surtout leur débat interne. Et je vois ça avec des protagonistes de ce parti à Berlin que je rencontre de manière assez régulière, qui doivent voter sur chaque pas important, non seulement au sein du groupe, mais surtout au sein du parti. Ce sera encore une voie assez difficile pour les Verts et l'espoir de les voir raisonner. Et ce que nous verrons après, évidemment, ce sera un gouvernement, je dirais, d'une certaine rupture et en même temps d'une certaine continuité. Et j'avoue, ce ne sera pas moins facile pour les partenaires de l'Allemagne en Europe. Par exemple, soit pour les partenaires à l'Est, soit par les partenaires à l'Ouest. C'est-à-dire surtout la France. Je vais m'arrêter là. Merci Joachim Bitterlich, en effet, c'est très intéressant. Alors, on a énormément de questions qui tournent, alors, dans un premier temps, autour de ce que sont les Verts, avec beaucoup d'interrogations sur leur programme économique. On a compris qu'ils étaient dans des régions, mais est-ce que, en effet, quel est leur programme économique? On a beaucoup de questions également sur, et vous l'avez dit, Joachim Bitterlich, sur leur programme climatique, c'est qui est quand même le cœur du programme des Verts, avec en effet tout ce qui traîne, tout ce qui a trait à ces ambitions européennes, cette neutralité carbone. Est-ce que les Verts allemands sont très allants? Bien entendu, sur la question du nucléaire, qui en France est un sujet important. Et puis sur la dimension politique étrangère, en effet, Hélène Kohl a parlé d'Aggiornamento, vous avez parlé en effet de difficultés à venir sur les questions militaires. Donc, est-ce que vous trois, vous pourriez répondre, Franck peut-être sur les questions climatiques, Hélène sur les questions économiques et Joachim sur les questions militaires, sur en effet qui sont ces Verts allemands et leur programme? Je vais bien commencer. J'ai suivi, comme j'avais un peu le temps pendant que les autres ont parlé, les questions. En effet, il y a une grande curiosité par rapport à ces Verts. Peut-être, si on vous donne l'exemple du gouvernement de Stuttgart, donc land extrêmement fort économiquement, avec une industrie axée autour de l'automobile toujours, avec beaucoup de hidden champions, donc des
des PME qui ont des parts de marché incroyables au niveau mondial. Donc, c'est dans cette région de l'Allemagne qui avait été gouvernée par les chrétiens démocrates de façon très naturelle, presque automatique pendant 50 ans. C'est là que les Verts, pour la première fois, et pour l'unique fois jusqu'à aujourd'hui, ont conquis la principauté pour mener le gouvernement à Stuttgart. Et quand on regarde ce monsieur Kretschmann, on peut bien voir, même si c'est un cas particulier, que les Verts n'inspirent plus une idée révolutionnaire. C'est plutôt l'air du temps et en même temps un pragmatisme qui a fait que M. Kretschmann a laissé en place beaucoup de ce que les chrétiens démocrates avaient installé comme système. Donc, même les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les syndicats ne sont pas opposés à ce gouvernement mené par les Verts. Donc là, on a, c'est vrai, même au sein du Parti Vert, un conservateur avec M. Kretschmann, mais ça incarne aussi le Parti Vert qui sait gouverner, qui n'a pas voulu tuer l'automobile, mais qui a poussé vers l'électromobilité, évidemment. Donc là, ça donne peut-être une idée de ce que ce parti peut être. Il peut être très bien au gouvernement sans bousculer tout, même au niveau du système économique. Peut-être un deuxième point sur le programme des Verts concernant le climat. Évidemment, c'est le parti qui, depuis sa création en 1980, incarne la cause de l'environnement et la lutte contre l'empoisonnement de la planète, pour le dire très, très globalement. Et ça, évidemment, aujourd'hui, comme c'est le sujet numéro un pour tout le monde, presque, je dirais, une fois que la pandémie aura terminé, ou n'aura plus d'effets dévastateurs, on va reparler de climat, c'est absolument clair. Et donc là, les Verts ont le grand avantage d'être l'original. Maintenant, tout le monde veut sauver la planète, tout le monde veut réduire l'émission en CO2, les chrétiens démocrates, les socialistes, tout le monde veut le faire, mais là, évidemment, l'avantage de l'original, c'est de dire, ben, on l'a toujours dit, on l'a toujours voulu, donc faites-nous confiance s'il s'agit de réduire les émissions en CO2. Lisez, si vous avez le temps, et si vous vous intéressez à l'Allemagne, lisez ou feuilletez au moins le programme électoral des Verts. C'est quand même un document assez épais, très important, avec beaucoup de mesures très concrètes. On n'a pas encore parlé de budget, de la dette. C'est ce sujet qui va sans doute meubler la campagne électorale parce que vous savez que l'Allemagne, traditionnellement, c'était quand même l'image de la solidité financière, ne pas faire trop de dettes, réduire les dettes. Les critères de Maastricht, c'est aussi parce que l'Allemagne voulait absolument une limite de l'endettement des États. Et ça se rediscute aujourd'hui, même en Allemagne. Et quand vous lisez le programme des Verts, vous allez constater qu'il y a un programme d'investissement énorme, énorme, de la part de l'État, pour tout ce qui est modernisation de l'infrastructure, pour tout ce qui est transport en commun, le rail contre l'avion, investissement dans le système de santé, dans l'éducation. Donc là, c'est vraiment une ambition très forte qui ira avec un endettement important et peut-être aussi avec des hausses d'impôts. Là, c'est un point évidemment délicat et c'est là-dessus, je pense, que va aussi graviter la campagne électorale. Parce que pour le climat, tout le monde est d'accord qu'il faut réduire l'émission. Même les conservateurs disent oui, peut-être on peut sortir un peu plus tôt du charbon, qui évidemment est un grand problème pour l'environnement. Donc, je pense que et pour l'économie, les Verts ne font pas peur. Peut-être je m'arrête là-dessus. C'est très intéressant à l'économie parce que, bon, il ne faut jamais faire comparaison des paraisons, mais enfin, en France, en effet, les fois où les Verts ont participé à un gouvernement, c'était toujours avec la gauche. On ne voit pas comment, en effet, ça serait possible avec la droite, je le dis. Donc, sur cette affaire économique, vous parliez éventuellement d'une alliance entre Schwarz, la CDU, Grün et Gelb, qui est le FDP. Est-ce que ça, c'est une coalition qui peut être possible? Parce qu'économiquement, on se dit qu'en effet, de CDU-FDP, il y a toujours eu des possibilités. Il y a même eu des coalitions dans le passé. Et là, est-ce que cette coalition à trois peut être possible, Hélène? Alors, c'est déjà une coalition qui est aux manettes dans le nord de l'Allemagne, dans le land du Schleswig-Holstein, avec
au sein de ce gouvernement régional pendant très longtemps la figure de Robert Habeck, qui était coprésident des Verts, qui est toujours coprésident des Verts avec Annalena Baerbock. C'était la figure charismatique et la shooting star des Verts pendant quelques années. Il avait très envie d'être le candidat, puis finalement, c'est elle qui a été choisie. Et c'est vrai que lui, il incarne cette possibilité de faire un travail responsable et de pouvoir être en capacité de gouverner. Et les Allemands ont un mot pour expliquer quand le parti arrive à cette maturité politique qui permet qu'on peut lui donner des responsabilités politiques. Donc Robert Habeck incarnait ça alors qu'il était au sein il travaillait avec une équipe avec la CDU et les libéraux. Il y a eu récemment un sondage auprès de plus d'1 millier d'entrepreneurs allemands et de décideurs économiques et financiers, un sondage assez spectaculaire, puisque quand on leur demandait quel était, parmi les candidats actuellement en lice, lequel ou laquelle souhaiteriez-vous voir arriver à la chancellerie fédérale à Berlin, eh bien, ils plaçaient en tête Annalena Baerbock à plus de 26%, 26,67 je crois. Donc, c'est-à-dire que la candidate des Verts peut potentiellement aussi être la candidate des milieux économiques et financiers allemands. Il y a des liens notamment qui sont établis autour de l'investissement vert, toute la nouvelle vague sur l'investissement financier, les placements financiers en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Elle est sur ce positionnement-là, elle est passée par la London School of Economics, donc elle a des liens avec, on le sait, Christine Lagarde. Donc elle n'est pas un repoussoir, disons, on va le dire. Monsieur Bitternier corrigerait peut-être sur ces liens précis, mais en tout cas, elle n'est pas un repoussoir. Quand on regarde précisément le programme des Verts, 137 pages, effectivement, c'est assez épais, prévoit 50 milliards d'investissements par an, notamment dans les infrastructures vertes, etc., financés en partie par une hausse des impôts pour les revenus supérieurs, la création d'un impôt sur les hauts revenus, l'équivalent français d'un ISF peut-être, et puis une augmentation du salaire minimum, une augmentation des allocations familiales. C'est quand même, il faut le dire, je pense que les Verts allemands restent un parti de gauche, de centre-gauche, c'est vrai, mais on ne peut pas dire que c'est la même chose que les libéraux, très clairement pas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le positionnement aussi sur les questions sociales. Lors de son discours, son premier discours en tant que candidate, Annalena Baerbock a cité en premier point la question de la famille, de l'éducation, de la santé en pleine crise du coronavirus, et ensuite seulement les questions climatiques. Et je crois que cette question de la famille va être au cœur également de cette campagne électorale. La crise du coronavirus a révélé les failles de la politique familiale allemande. Les familles, les jeunes enfants, les écoles ont beaucoup souffert lors de cette crise. La digitalisation du système éducatif allemand n'a pas eu lieu. Clairement, ça ne fonctionne pas. Il y a eu une rencontre en ligne fin janvier, début février, entre Angela Merkel et des représentants des familles et du secteur de l'éducation. La chancelière a dit, mais arrêtez de dire qu'il n'y a pas école actuellement. Les écoles étaient fermées depuis un peu plus d'1 mois. C'est pas vrai, il y a école, mais c'est à la maison. Or non, tous les gens qui ont des enfants à l'âge d'être à l'école l'ont constaté. Il n'y a pas eu école pendant des mois ici, en Allemagne. Les collégiens n'ont repris seulement que la semaine dernière. Et ça, je pense que c'est vraiment un vrai sujet. Et pour le coup, il y a peut-être une synergie à établir entre les Verts qui sont porteurs de ça, en plus avec la candidate qui incarne, pour le coup, une vraie politique familiale, puisqu'elle-même a été bloquée chez elle pendant des mois parce que ses 2 petites filles n'étaient pas à l'école, et les libéraux qui sont très forts sur la thématique de la numérisation et de la digitalisation de l'économie, etc. Malheureusement, la CDU pourrait aussi avoir un rôle à jouer là. Pour l'instant, son discours n'est pas très audible. Alors, Joachim Bitterlich, la CDU à la peine. En effet, on sent, en effet, avec ces questions très intéressantes que vous soulevez, Hélène, sur la famille, etc. Est-ce qu'en effet, l'Allemagne a envie d'un leader de 40 ans ou d'un leader j'allais dire, quasiment du même âge qu'Angela Merkel, 60 ans? Est-ce qu'en effet, la CDU n'est pas à la peine? Est-ce qu'elle peut combler le fossé qui est le sien? Et est-ce qu'en effet, la probabilité donc, des Verts dans un gouvernement est quasi assurée, mais est-ce qu'ils peuvent gagner la chancellerie? Bien. Attendant le 26 septembre pour cette question,
Évidemment, ce que les Verts ont lancé, c'est un programme que j'appelle des grandes séductions. Mais évidemment, il faut lire ce que j'appelle ce programme entre les lignes, ce qui n'est pas dit dans le programme, ou ce qui est caché un petit peu, parce que ce programme représente quelque part ce que à peu près 60%, entre 55 et 60% du parti pense. Du moins, le groupe parlementaire. Lorsque vous consulterez, si vous consultiez les électeurs verts ou bien les membres du parti, vous auriez un problème, ce que j'appelle 50-50. En réalité, sur ce que j'appelle un programme vraiment de gauche, plus radical, et un programme, je vais dire, plutôt centriste, quelque part. Avoir les débats des mois à venir, mais vous voyez une chose, c'est la maturité politique de ce parti des Verts, qui aujourd'hui est donnée. Et je prends l'exemple, lorsque je discute avec des parlementaires allemands, par exemple, les questions d'intelligence artificielle ou de recherche, c'est plus facile pour moi de discuter avec des députés écolos qu'avec des députés sociodémocrates ou chrétiens-démocrates, ou libéraux même. D'ailleurs, les libéraux, je ne sais pas comment intégrer un parti libéral dans une coalition à cet égard, parce que lorsque vous lisez le programme des libéraux, vous constatez objectif baisse des impôts. Comment le financer? Point d'interrogation. D'ailleurs, la même chose vaut pour les Verts. Ils veulent augmenter toutes sortes d'impôts. Ils ne sont pas clairs non plus. Comment le faire? N'oubliez pas, fin 2022, ce sera l'arrêt de la dernière centrale nucléaire en Allemagne, d'où il y aura une pression non seulement de fermeture de Fessenheim, mais de Cattenom en France. Cattenom est un des grands objectifs des écolos en Allemagne, ce que beaucoup de journalistes oublient. Hein? C'est-à-dire, cette pression augmentera. J'ai toujours en tête, il y a 2-3 ans, il y avait, même dans mon fief natal, en Sarre, il y avait une résolution unanime de ce que les Français traduisent comme diète, je dis du Parlement régional, d'arrêt immédiat et de fermeture immédiate de la centrale nucléaire de Cattenom. Et n'oubliez pas ça. Et il est évident que des questions, que j'appelle sur le militaire et sur le nucléaire, je dirais plutôt ce qui intéresse beaucoup de Français, est beaucoup moins virulent au sein d'une campagne électorale, c'est clair. Ce sera ce que j'appelle le sujet pour le jour après. Hein? J'ai vu la question de Denis Verret. Attention à cet égard, ce sera une des questions plus difficiles. Pour moi, c'est un plaisir de discuter des projets militaires, même franco-allemands, avec le porte-parole des Verts au sein du Bundestag. Ce sont des discussions que je juge excellentes. Je les préfère à beaucoup d'autres, parce qu'on peut discuter vraiment le fond de ces questions, mais il y a quelque part ce que j'appelle ce scepticisme latent auprès des Verts vis-à-vis de tout ce qui est militaire. Les Verts me disent, lorsque je leur parle d'intervention de l'Europe à l'extérieur des frontières, par exemple au Moyen-Orient, Afrique, etc., là commence le grand point d'interrogation pour les Verts. En politique économique, Frank Pass a entièrement raison. Kretschmann a démontré par son pragmatisme qu'il sache séduire et gouverner très bien un land comme Baden-Württemberg. Il a été confirmé largement. Ça va aussi loin qu'un ami libéral me dit, pour nous, l'espoir que c'est Palma qui reste. C'est le maire de Tübingen qui est très contesté au sein du parti, qui est un petit peu un lonesome traveler, comme on dit en politique. Mais pour eux, au Baden-Württemberg, c'est un petit peu le star, quelque part. Il peut se permettre presque tout. Maintenant, il a une procédure d'exclusion du Parti des Verts sur le dos.
ce que j'appelle normalisation de ce parti, quelque part. Mais vous voyez ça, moi je pense finalement que dans une élection, il y a aussi ce que j'appelle la vue à moyen terme, à long terme. Il y aura un mélange finalement des réactions des électeurs. Et là, je pense les chrétiens démocrates vont pouvoir se rattraper dans les mois à venir de manière plus claire que dans le passé, que ça paraît à première vue. Moi, je les vois pour ceux qui vont gagner un peu juste, oui, les élections. Les deux auront une majorité relativement claire pour moi. Mais toute la difficulté sera dans les négociations de coalition. Ça, on le verra. Alors, on a en effet beaucoup d'interrogations sur les Grünen, mais quid de l'AfD qui avait quand même en 2017 a fait une entrée fracassante au Bundestag avec 92 représentants. Et on sait que dans la partie ancienne RDA, ce parti est toujours un peu plus allant que dans la partie occidentale. Il y a ce scrutin qui a lieu dans 3 semaines en Saxe-Anhalt. Est-ce que ce scrutin peut être analysé en fonction des résultats comme un test, ou est-ce qu'il aura valeur de test? Est-ce que ça sera un des derniers scrutins régionaux avant le 26 septembre? Est-ce qu'en effet, cette AfD n'est plus une menace, ou est-ce qu'il faut s'en méfier parce que, comme l'a dit Franck, il y a une nouvelle ligne politique, un nouveau leader, et que donc tout ça, ils sont devenus très anti-européens. Donc, je vous laisse, Franck, Hélène et Joachim, évoquer cette question. Qui veut parler en premier sur l'AfD? Je commence juste très rapidement. Effectivement, c'est à mon sens l'une des grandes inconnues encore aujourd'hui de cette campagne électorale. On le sait globalement que les partis d'extrême droite sont souvent sous-évalués par les sondages. Actuellement, l'AfD est autour de 10-12. Ils ont fait 12,6 en 2017. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a une AfD qui peut atteindre 25, peut-être 30% dans certains lenders à l'Est. Et donc rafler, il faut savoir, donc petite parenthèse pédagogique, l'électeur allemand vote 2 fois le jour du 26 septembre, il a 2 voix, il vote pour un parti politique, et donc c'est un scrutin avec un mode de scrutin proportionnel, et puis il vote directement pour un candidat dans sa circonscription. Or là, les projections indiquent que notamment dans les lenders de l'Est, alors la Saxe, la Thuringe, la Saxe-Anhalt et surtout, eh bien, les candidats de l'AfD pourront remporter énormément de mandats directs. Et donc, par le système de lissage au sein du Bundestag, on pourrait arriver à un Bundestag beaucoup plus gros qu'on a aujourd'hui. Vraisemblablement, on va passer de 700 peut-être à 900 députés. Et proportionnellement, on a une centaine de députés AfD, on en aura sans doute plus, même si peut-être proportionnellement, le parti fait moins. Or, on sait que même s'ils sont 5 ou 10 ou 50 ou 500, le pouvoir de nuisance, en tout cas la présence de ces députés dans les enceintes régionales, modifie considérablement l'esprit de la démocratie allemande, l'esprit de ce parlementarisme, le respect, la recherche du compromis, etc. Donc, à mon sens, il ne faut pas sous-estimer les niveaux actuels de l'AfD, et il y a aussi le scrutin en Saxe-Anhalt qui va être très important. Si l'AfD devient la première force du Land devant la CDU, ce sera un séisme politique. La CDU sera possiblement contrainte de s'allier avec tous les autres partis, y compris l'extrême gauche, pour faire barrage à l'AfD. Et à 3 mois des élections fédérales, ce sera vraiment très difficile d'envoyer un signal très clair, et je pense que ça peut vraiment, vraiment bouleverser la donne de ces élections. Hélène Kohl, vous avez entièrement raison. Et ça, c'est la grande différence aussi avec la France. C'est le système électoral. Le système électoral allemand favorise quelque part des petits partis. Il y a toujours la limite des 5%, maintenant de plus en plus contestée, même au sein du système allemand,
malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, ce qui est mieux, mais les petits partis qui font, je dirais, et ce double vote, d'un côté le candidat direct, de l'autre côté la liste, c'est un système qui favorise même un parti comme l'AfD, contrairement au Rassemblement national en France. Et en même temps, vous avez raison, plus que l'AfD se met dans les parlements aussi des Länder, plus que ce pouvoir de nuisance va augmenter dans le système, oui. Et on a évidemment ce premier regard toujours à ce que j'appelle la nuisance, pas à l'effet positif. De l'autre côté, par exemple, du développement des Verts. Et évidemment, Sachsen-Anhalt est pour moi un haut risque pour les partis politiques traditionnels. De l'autre côté, je pense finalement, si vous analysez les élections et les réflexes électoraux de l'allemand moyen, il y a, lors des élections nationales, un certain vote qui est différent de celui même d'élections régionales ou locales. C'est-à-dire localement en risque, régional en risque toujours un petit peu, on peut faire des choses, mais à l'échelle nationale, on risque moins quelque part. Et ça va équilibrer quelque part, à mon avis, cette tendance. En tout cas, moi, je vois l'AfD rester quelque part autour des 10%. Malheureusement, CDU comme SPD ont essayé, ont négligé énormément ce que j'appelle des questions de sécurité et d'immigration. Ce que j'appelle pour mettre du moins un peu plus d'ordre à cet égard. La faiblesse du Bund actuellement au gouvernement fédéral, c'est le ministre de l'Intérieur, pour moi, c'est clairement visible. Et il y a peu de ministres de l'Intérieur dans les Länder qui ont le profil nécessaire pour trouver ce que j'appelle une ligne médiane qui souligne vis-à-vis de l'électeur. Et ça, l'électeur veut savoir, est-ce qu'il contrôle là-haut? Est-ce qu'il contrôle le mouvement? Est-ce que dès qu'un mouvement soit hors contrôle, le gouvernement perd? C'est une vieille tradition, je dirais, dans les sondages et une vieille tradition électorale. Or, lorsque vous regardez les vaccinations des derniers mois, pendant un certain temps, l'électeur avait l'impression que la situation est hors contrôle, d'où la chute automatique du gouvernement à cet égard. Même si j'étais à Berlin, j'ai regardé comment ça fonctionne, les vaccins, comment ça marche, et c'était, je dirais, très bien organisé. Mais par tout ce qui est ce flux d'informations qui existe aujourd'hui, aussi par les médias sociaux, etc., l'électeur, tout d'un coup, a l'impression, attention, c'est hors contrôle. C'est comme la crise migratoire de 2015, qui a et la réaction d'Angela Merkel. Humainement compréhensible. Je l'ai défendu à l'époque pour X raisons, parce qu'elle a essayé de contrôler, mais la faiblesse de l'autre côté a été il n'y avait pas de politique de prévision, il n'y avait aucune politique, je dirais, à moyen terme. Et ce que moi, ce que je plains quelque part, et j'ai eu un long débat dernièrement avec un des candidats sociodémocrates, auquel j'ai conseillé, regarde s'il te plaît, la question de migration, la question de criminalité, de sécurité, aussi dans ton fief électoral. C'est plus important que tu penses. Alors, Franck, pour finir avec les questions, en effet, c'est sur la politique européenne. En effet, est-ce que la nouvelle coalition, même si elle est incertaine, va faire que l'Allemagne restera dans une doctrine, on va appeler ça frugale, même si on a vu l'année dernière que la chancelière était revenue rejoindre le président de la République pour le fameux plan de relance européen qui va arriver peut-être à se mettre en place dans les semaines qui viennent? Ou est-ce que les Verts vont pousser
vont pousser dans un sens différent. Et donc, en effet, pour les partenaires européens de l'Allemagne, les changements possibles, quelles sont les répercussions possibles sur, en effet, la politique européenne de l'Allemagne? D'après tout ce qu'on peut lire et savoir aujourd'hui, je pense qu'aussi bien les chrétiens démocrates, avec leur personnel, chef de parti, mais aussi toute l'équipe dirigeante du parti, aussi bien que les Verts, c'est des Européens profondément convaincus du projet européen. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de risque. Ce qui est plus intéressant, je pense, pour l'Europe entière, c'est le débat sur l'endettement. Je pense que ce sera un grand débat. Comment s'endetter? Est-ce qu'on peut s'endetter de façon intelligente? Est-ce qu'on peut résoudre la grande problématique du surendettement de quelques membres de la zone euro, l'Italie d'abord? Et là, je pense que les Verts sont aussi très attentifs. Ils ont dans leurs équipes dirigeantes plusieurs têtes qui sont très européennes, très impliquées dans les affaires européennes, très connaisseurs de la France, de la situation française, des institutions européennes. Donc, je pense que globalement, ce sera un débat intéressant et j'ai l'impression aujourd'hui au moins que la question très difficile sera tout ce qui est défense. Là, évidemment, ça restera un grand sujet pour les Verts et Joachim l'a dit tout à l'heure. Là, il y a des choses à clarifier, bien sûr, dans le futur. Et sur l'endettement, actuellement, l'Allemagne est en train de discuter même la remise en question de ce principe inscrit dans la Constitution d'un frein automatique de l'endettement. Ça se rediscute. Schuldenbremse. Schuldenbremse, voilà. Donc, c'est un mécanisme qui évidemment, n'est pas là par hasard, mais il y a beaucoup d'économistes, même des traditionnellement allemands, dans la mesure où ils veulent toujours un financement solide de la dépense publique, même eux, ils commencent à discuter s'il ne faut pas aménager, s'il ne faut pas adapter cet outil, non seulement dans les situations de crise extrême telles qu'on la connaît aujourd'hui, mais de façon plus systématique pour savoir quel investissement faire aujourd'hui, avec quel type d'endettement pour justement, dans tout ce qui est enseignement, dans tout ce qui est développement de la société, lutte contre la précarité, cohésion sociale, tout ça, c'est les grands sujets. Et là, les Verts, aussi bien que les sociodémocrates, sont, je pense, assez proches dans le fond de leur pensée. Il faudra voir si les chrétiens démocrates osent dire qu'il faut faire beaucoup d'économies dans la campagne électorale, parce qu'une campagne électorale, c'est toujours avec des cadeaux qu'on va la gagner ou avec des promesses de cadeaux. Et Laurent Vitalik a dit que le programme des Verts, c'est un programme de séduction, c'est vrai, mais les autres voudront séduire aussi. L'électeur a deux voix, il peut être séduit deux fois, une fois pour un candidat direct et la deuxième fois pour une liste. Voilà un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui, mais pour l'Europe, je pense qu'il n'y a pas de crainte raisonnable par rapport à ces élections allemandes. C'est plutôt sur certains sujets comme la défense, comme l'endettement commun peut-être, le budget européen, qu'on discutera et qu'on pourra discuter avec le prochain gouvernement. Merci beaucoup, Franck. Alors, on arrive au terme un peu de ce débat qui dure depuis 1 heure. J'avais promis de le tenir dans ces délais. Alors, je m'aperçois quand même que ces questions sur l'Allemagne sont nombreuses. D'abord parce que c'est un système électoral, un système institutionnel très différent. Et on a en effet appris ici que le nombre de membres du Bundestag n'était jamais figé, hein, contrairement à l'Assemblée nationale française aujourd'hui, et que ça évoluait en fonction du nombre de députés qui sont de membres du Bundestag qui sont élus directement, donc en effet avec des mandats directs. Donc en effet, ça fluctue et donc ça peut avoir en effet une incidence. Alors pour terminer quand même, j'aimerais demander à chacun une courte conclusion et donc je vais commencer dans l'ordre inverse de ce qui était le départ. Donc Joachim Bitterlich, est-ce que vous auriez en guise de conclusion en 1 minute ou 2 des propos pour clore ce premier débat? Je pense qu'il faudra en faire d'autres, peut-être après les élections en Saxe-Anhalt, pour voir en effet en tenir les leçons. Et puis,
probablement en septembre, quelques jours avant le scrutin, pour voir en effet quels seront en effet les sondages qui seront plus précis, des thèmes de campagne qui seront peut-être mis en avant, des réactions ou des choses qui seront parues dans la presse. Donc, Joachim Bitterlich, pour clore ce premier débat, une courte conclusion. C'est vrai, l'Allemagne tournera une page après 16 ans de chancelière Angela Merkel. Ce sera un système, ce ne sera pas une révolution, Frank Basler a entièrement raison. Le système va s'adapter, va se moderniser quelque part. Le système doit aussi se corriger, voir le nombre de députés, parce que Lemko l'a mentionné avec les 900, pour moi c'est une horreur quelque part. Je regrette que les partis actuels au sein du Parlement n'ont pas réussi à trouver un compromis à cet égard. Bien, mais en même temps, on constate une chose, et c'est ça ce qui me fait peur un petit peu pour le futur, c'est la nécessité ou le manque de connaissance du voisin, le manque de décodage de ce que le voisin est, ce qu'il représente et dans quelle direction il va. Moi, Pascal, il faudrait, et tu fais bien de refaire une telle heure au mois de juin, ensuite au mois de septembre, pour mieux faire connaître le voisin en France. Et l'inverse devrait avoir lieu également sur le sol allemand, parce que nous ne nous connaissons pas en réalité. Oui, ça sera un débat et nous avons avec Franck quelques projets pour en effet mieux comprendre les Allemands et les Français. Et on irait, en effet, j'allais dire, quand vous aurez terminé en Allemagne la page électorale avec le 26 septembre, nous rentrerons dans la campagne présidentielle qui aura immanquablement lieu au printemps 2022. Et donc, à la rentrée, on vous succédera dans la campagne électorale. Hélène Kohl, sur en effet le besoin en effet de mieux comprendre. Vous êtes une des Françaises qui connaissent le mieux l'Allemagne, et donc en effet ce besoin de toujours parler ensemble pour mieux se comprendre et décrypter en effet les changements ou les mutations à l'œuvre dans l'autre pays. Quelle conclusion pour terminer ce premier débat? Alors, pour moi, il faudrait une conclusion rapide, surtout ne pas plaquer ce qu'on sait de son propre pays sur le pays voisin. Ça, c'est la clé. Il ne faut pas essayer de comprendre ce qui va se passer en Allemagne le 26 septembre en mettant des lunettes de français et en claquant sur le système politique français. Un seul mot peut-être, la personne qui devient chancelier en Allemagne, théoriquement, ce n'est pas la personne qui gagne des élections, c'est la personne qui est capable de rassembler une majorité derrière elle. Or, actuellement, Frank Bassner l'a dit dans son propos d'introduction, tout est possible, c'est très ouvert, ça ne veut pas dire que c'est incertain, parce qu'il y a quand même des grandes lignes qui se dégagent, on n'a pas un vent de dégagisme en Allemagne, il y aura, je pense, une forme de continuité, et donc, c'est ça qui va être intéressant. Effectivement, le programme des Verts peut séduire beaucoup. Il va y avoir un peu de populisme ici ou là. On va chercher à harponner, à attraper les électeurs. Mais derrière, il y aura les négociations de coalition. Et certains points devront être amendés. Et quand on arrive avec un programme très à gauche ou très à droite ou très nationaliste, etc., il faudra en discuter. Et c'est ça la démocratie allemande. À mon sens, c'est encore une incertitude, mais je pense qu'il y a quand même une tendance qui est là. Quelle que soit la majorité qui arrivera au pouvoir, les Verts devraient en faire partie. Ils seront une force pivot d'ajustement. Et donc, avec Annalena Baerbock au gouvernement, sans doute quelqu'un comme Robert Habeck, Daniel Dayas, qui est un grand spécialiste de la finance chez les Verts, on a un certain nombre d'experts qui sont tout à fait capables d'avoir des ministères allemands. Et donc, quoi qu'il arrive, à l'automne, les Verts seront de la partie et ça va forcément signifier qu'il va y avoir du changement pour la politique allemande et pour la politique de l'Allemagne en Europe. Merci beaucoup Hélène. Alors Franck, je rappelle donc on peut lire votre étude en ligne sur le site de la Fondation, une excellente étude que vous avez rédigée avec le directeur adjoint du DFI. Donc
en effet, en guise de conclusion, à ce stade, au 12 mai, qu'est-ce qu'on peut en effet tirer comme leçon et sur en effet cette année électorale allemande? D'abord, je voulais remercier tous les auditeurs et auditrices pour les nombreuses questions que vous avez posées, auxquelles on n'a pas pu répondre, au moins pas à toutes. Mais Je peux vous les ça montre envoyer bien et que vous l'intérêt répondrez est par là. écrit Et si c'est vous vrai. voulez, il n'y a pas de problème. On ne pourra pas tout faire, mais sans doute il y a des sujets qu'il Une faut autre fois. reprendre pour d'autres débats qu'on pourra avoir ensemble. Une conclusion pour moi, et on n'en a pas beaucoup parlé pendant cette heure, c'est que les programmes des différents partis pèseront peut-être moins que les personnalités qui incarnent les partis. C'est ce qu'on a vu dans les élections régionales. C'est M. Kretschmann qui a été réélu pour les Verts. Si ça avait été un autre candidat, on ne sait pas. À Mayence, dans Rhénanie-Palatinat, c'est la ministre-présidente sortante qui a été réélue parce qu'elle a une grande crédibilité. Elle est social-démocrate. Peut-être c'est vraiment la personnalité qui pèsera un peu plus qu'un programme électoral que de nombreux électeurs ne vont pas lire. Je pense que c'est une banalité de le dire, mais c'est comme ça. Et on l'a vu dans d'autres pays européens, il y a des personnages charismatiques qui emportent des élections pour des partis où on ne l'aurait pas soupçonné. Donc, de ce côté-là, regardez les têtes et vous allez voir qu'il y a, et c'est une des questions, j'ai dit les Allemands veulent du changement, oui, et on m'a demandé dans le chat, mais quel type de changement? Je pense aussi un changement de personnalité, de type de personnalité, et Hélène l'a dit, Annalena Baerbock a tout pour elle, parce qu'elle incarne non seulement, évidemment, une femme très intelligente, bien formée, jeune, mais aussi la famille, très classique, avec deux petits-enfants, et ça aussi, le langage, on le sent quand elle parle différemment par rapport à ceux qui font de la politique depuis 40 ans. Évidemment, ça aussi, c'est un changement qu'on pourra constater sans doute lors de la campagne et après les élections. Bien, merci beaucoup Franck pour cette conclusion. Alors je vous remercie tous les trois, Franck, Hélène et Joachim. Et donc j'espère que nous nous retrouverons très bientôt, donc probablement entre le 6 juin qui est date de l'élection de Sachsen-Anhalt et le début des vacances. Je vais regarder un calendrier pour savoir en effet à quel moment les Allemands partent en vacances. C'est aussi la fin de la session du Bundestag qui sortant. Et puis on devrait faire également un autre réunion au mois de septembre, après les vacances, et justement à quelques semaines du scrutin pour y voir plus clair. Donc, je vous remercie tous les trois. Je remercie tous nos auditeurs et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau débat sur ce partenaire qui est un des plus importants d'Europe, l'Allemagne. Et donc, merci à tous les trois. Bonne fin de journée et à très bientôt. Ciao. Bientôt.